Monsieur Pache. Pardon. Bonjour, monsieur Pache. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal? Non. Et puis, ce souffle. Oui. C'est toujours l'éclair qui me gêne. Hein. Oui. Là, j'ai encore pas mal réglé. C'est vrai. Oui. Puis vous dormez? Je ne comprends pas. Vous rêvez un peu. J'avais pas dans mon jeu, non. C'est vrai. Ça fait que c'est joli au fond d'aller dormir. Et puis vous n'avez pas trop de peine à souffler. Oh non, ça va encore pas trop mal. Non. Ah, c'est Jean-Paul, il mange Allez. pas la soupe. C'est vrai, Jean-Paul? Tu manges pas ta soupe? Pourquoi? Parce que quoi? Elle est pas bonne la soupe? Qu'est-ce que t'aimes mieux, toi, alors? Les patates épéclées? Ah, ben ça. Puis t'aimes la sauce avec? Hein? Non? T'aimes rien que les patates épéclées? Eh ben, faut t'arranger avec ta maman. Hein? Là, là. Ils sont rigolos, ces petits, hein? Oh, c'est sûr. S'il la mange pas, vous faites une piqûre la prochaine fois. Oh, je veux pas lui faire piqûre parce que je sais bien que tu veux manger, hein? Vous pouvez Ouais. d'ailleurs faire une à l'oreille. Non. C'est vrai, disons, il est malade? Qu'est-ce que tu as à l'oreille? T'as des petits grebis? Ouais. Montre-moi. On va voir M. Hein? Bignon, c'est gros bien. Puis ça te pique, ça te fait mal? Ouais. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, puis là. Ça fait mal? Non. Non. Puis ici. Un petit peu? Hein? Un petit peu mal. Ah oui, encore. Vas-y. Voilà. Je suis médecin et je pratique la médecine générale à la campagne. J'ai 44 ans. J'ai fait toute ma jeunesse à la Chaux-de-Fonds. J'ai préparé mon baccalauréat que j'ai raté. Et ensuite, j'ai fait la maturité fédérale 6 mois après. J'ai fait le début de mes études à Neuchâtel et ensuite à Lausanne. Si j'ai raté mon bachot, c'est parce que j'ai eu des difficultés, je pense, dues à mon caractère avec les professeurs à l'époque. J'ai parlé un peu trop franchement, enfin j'ai pris au sérieux ce qu'on m'avait dit. Et dans le monde des adultes où j'entrais, le sérieux avait un autre sens que celui qu'on avait cherché à nous inculquer au début. Mon milieu familial était un milieu d'enseignement. Mon père était mécanicien, mais il enseignait au technicum. Il était un pédagogue qui connaissait autant ses élèves que la matière. J'ai 5 enfants. Le premier, Pierre Charles, 17 ans et demi. Défendre le président du comité révolutionnaire, M. Tuk Komping, et aussi un leader militaire, M. Wang Anmao. Avec une mèche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère. La seconde, Catherine Marie, 15 ans et demi. Sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours béchant, toujours béchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps.
Ensuite, 2 jumeaux, Christian, Jean-Jacques, 12 ans. Et Marie-Thérèse, 10 ans. Actuellement, après 15 ans de travail ici, j'ai pu m'organiser de telle façon à avoir une vie à peu près normale. La journée commence à 7 heures, je me lève pour arriver à l'hôpital à 8 heures en descendant mes enfants et les autres enfants du village qui vont au collège. Je passe 1 heure environ à l'hôpital à voir mes malades qui y sont. Ensuite, je viens prendre mes consultations jusqu'à midi. Mais il y a quand même des améliorations, hein. Ça va mieux. On va voir ça. Puis au point de vue appétit. Comment? Votre appétit. J'ai un appétit. Toujours, hein. Oui, oui. Pas trop Je soif. voulais boire quelques verres, mais ils ne veulent pas, mais c'est bon. C'est vrai, non mais c'est Qu'est-ce que tu mieux. voudrais boire quelques verres et puis il y a toujours soif, hein? J'ai toujours. Je Ah, vois bien le sûr. gagner. Bon. Non, On a tout ce qu'il non, faut. je ne dis plus rien. Bon, puis vous, monsieur Gilles. Oui. On va. Hein? Ce souffle pendant la nuit. Ça va pas trop mal. Est-ce que vous vous êtes levé ces jours? Oui, tous les jours. Ah, il marche mieux. Marche mieux? Il marche mieux. Ah oui, une dame, moi ça ne me tient pas le bras, ça suffit. Hein. Tandis qu'avant, il fallait être 2, et puis... Ou belle la béquille, la canne, Oui, puis vous avez plus de courage. Hein? Vous avez plus de courage. parfois peut-être. Ben c'est vrai, c'est bien. Ah, oui. Il fallait trouver votre dame. On va voir, hein, ce pied-là qui, semblait-il, voulait refaire des farces. Il me faut une pince. Oui, la pince pour ménisque. D'emblée, j'ai pensé à faire de la médecine générale, justement parce que ça me donnait une plus grande gamme de possibilités de contact et aussi un certain goût pour entrer dans la vie des gens et de les voir chez eux. Or, pour voir les gens chez eux dans des moments difficiles de la vie, il y a surtout la médecine générale. J'ai décidé de pratiquer à la campagne plutôt qu'en ville, au fond, parce que j'avais l'impression qu'en ville, le médecin était un peu plus anonyme. Qu'à la campagne, on avait une présence plus réelle, évidemment avec tous ses inconvénients, c'est-à-dire qu'on est le point de mire de la population et qu'on est moins libre dans ses mouvements, mais quand même, la sensation aiguë que j'ai toujours eue au cours de mes études de porter une responsabilité vis-à-vis de la société, j'avais l'impression de pouvoir le faire mieux à la campagne. J'ai toujours envie de corriger les défauts, j'ai toujours envie de tirer les gens et mes voisins, enfin mes semblables vers le haut, leur montrer les choses utiles et corriger les erreurs, enfin, d'alimentation, les erreurs de vie qui amènent des désordres. Vous venez de ce côté, vous vous asseyez et vous tournez le dos en levant votre chemise. Levez la chemise, mettez le dos bien rond, respirez fort la bouche ouverte.
toussez, restez gonflé. J'ai l'impression que non seulement dans mon cabinet en donnant des conseils, mais aussi dans ma vie, dans ma façon de peut-être de me vêtir, de manger, de faire mes achats, je peux influencer les gens parce que je me rends compte que si je fais certaines choses, certaines personnes se disent tiens, ben, le docteur fait comme ça, et il y a des chances pour qu'ils aient envie de le faire en pensant toujours que je leur fais du bien. C'est Monsieur Kunz, hein? Kunz, c'est bien. Ouais, je commence. Ma montre, il est 11 heures. Ça vous fait pas mal, madame? Non, non, c'est bon. Parce que voyez, maintenant, je fais du liquide tout gentiment qui va passer dans l'urine. Alors, pendant que je fais l'injection, ça dilue gentiment dans le corps, ça tient dans l'urine, puis on fait la radio après. Vous n'avez pas envie de tousser? Non, non, rien, je suis absolument bien. Bon. Je me repose. Ça va, madame? Oui, ça me fait plaisir. Voilà. 1952, 4 juin. 4 juin. Oui. 1952, fille de Fernand. Fernand. Écoute, au fond, ça, je crois qu'il faudra que tu le remontes ici. Vous Oui. pouvez venir, s'il vous plaît, les compresser. Hein, c'est un peu tôt, on voit quelque chose. Hein? Allez. C'est des reins qui sont très très bas. Ça y est, prenez. Ça va se passer quand même. Toi, voyons. Tu n'avais pas eu grand mal. Tu dis que quand tu as passé le recrutement, le médecin là-bas t'avait demandé, t'avait posé la question à propos de tes poumons. Un peu pour mes poumons, parce qu'il avait vu qu'il y avait une tache. Ouais. Puis toi, maintenant, tu travailles. Oui, je travaille. Mais tu fais quand même un peu attention. Oui, je fais attention, parce que des fois, il y a des jours, je sais pas, quoi, là. Comment est-ce qu'il faut dire ça? T'es vite fatigué? Oui, je suis vite fatigué, je parle à force. Alors des jours, ça va extra. Ouais, extra. Puis t'as l'impression que à l'école de recrue, le mois prochain, Ça veut pas aller. ça veut pas aller. Alors je pense que c'est légitime qu'on fasse un peu plus attention avec toi qu'avec un autre, c'est très bien. Voilà. Tu as souci de l'école de recrue? Oui, moi, je suis aussi, je suis tout le temps malade. Il faut traîner. C'est juste. Bon. Eh ben, je m'en vais te faire une lettre, puis le médecin qui te recevra là-bas le jugera. Hein? Ouais, d'accord. D'accord.
certainement que la vie que je suis tenu de vivre est trop chargée. Et ça, c'est pas moi qui le cherche, c'est les malades qui m'appellent. Et j'ai essayé différents moyens pour échapper à la contrainte du travail, pour pouvoir lire, pour pouvoir réfléchir un peu. J'ai, je dois dire, par rapport à mes confrères de la ville, une certaine chance. Quand je roule entre les villages, ça fait 5-6 minutes d'un village à l'autre, et là j'ai l'occasion de réfléchir à toutes sortes de problèmes. Déjà depuis fort longtemps, je me suis toujours posé des questions à propos de la défense nationale, et actuellement j'ai la sensation de plus en plus vive et de plus en plus aiguë, après avoir passé à l'étranger, de sentir que notre neutralité n'était pas du tout comprise. Nous n'avons pas d'ennemis, nous en sommes restés un peu à des notions qui étaient valables lors du traité de Westphalie. En discutant avec les jeunes, j'ai aussi remarqué ce désintéressement de ceux-ci pour l'armée. Si on veut trouver des nouvelles idées, il ne faut pas rester au schéma qu'on nous a inculqué depuis jeune, et qu'il faudrait éventuellement avoir assez d'imagination à l'heure actuelle, où justement la solidarité entre tous les hommes est extraordinaire. Ici, أنا أحب خبز. Khobz. Alors je veux du pain, khobz, et puis de l'eau. De l'eau, الماء. الماء, de l'eau, vas-y, الماء. C'est juste comme ça, ouais. L'eau, c'est الماء. Ouais. Et du lait. Du lait, halib. Ouais. La crème, ghaib. Dans le turc, il y avait tout ce qui était gras, il y avait yah. Alors, je pense que les vacances que nous vivons en famille sont extrêmement importantes. Nous avons l'occasion de nous connaître, parce que le drame actuel de la plupart des familles, c'est de vivre côte à côte sans se connaître. Or, si nous faisons ce que nous pratiquons, c'est-à-dire des voyages, même lointains, qui nous permettent d'avoir un thème, comme celui que nous avons fait sur Abraham. Nous sommes allés en Mésopotamie pour vivre là où Abraham a entendu l'appel de Dieu. Eh bien, nous avons fait, le long de ce voyage, la découverte de toute l'Asie mineure. Je tente toujours, lors de ces grandes vacances, de manger avec mes enfants la nourriture qui se mange dans les pays, de vivre le plus près possible du peuple pour que mes enfants le connaissent, parce que la connaissance du monde est extrêmement importante actuellement, de leur ouvrir, j'essaye d'ouvrir l'esprit de mes enfants sur les grands problèmes planétaires, le problème en particulier des pauvres et des riches. Dites quoi? Ce matin, quand je vais téléphoner, sans autre, il a dit, je pense que vous ne pouvez pas descendre. Oui, d'accord, les autres. Et puis, tout le monde pouvait connecter tous, madame. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. En les voyant, ils furent étonnés, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici que ton père et moi nous te cherchions, étant fort en peine. » Et il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé des affaires de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il s'en allait ensuite avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Nous faisons un culte familial qui est très court, mais enfin où nous sommes aussi tous réunis. Et ensuite, je repars finir ce qui me reste à faire. Et en général, vers 10 heures, 10 heures dans la soirée, j'ai fini. Les émotions que vous êtes venues. C'est rien, c'est que je suis tombé au milieu de la route. C'est vrai? Pourquoi? J'ai glissé. Aïe. Vous avez bien passé? Tranquille. Vous n'avez pas été trop tenté par la bonne nourriture salée? Non. C'est bien qu'on doit trouver une bonne pression, pas trop forte. Hein. Je crois. C'est vrai? Ouais. En tout cas, vous avez bonne mine.
Là, il y a la feuille d'assurance, madame dire. Ah oui. Avec votre main, là, vous aviez dessiné, vous aviez essayé de faire des choses. Est-ce que vous avez continué? Oui, vous savez. Un peu de peinture, vous l'essayez faire. Ouais. Vous avez essayé? Oui. Mais vous aviez fait des dessins, je me souviens. Non, de peinture et des volets. Des volets. Voilà. Et puis, Eh ben, ça va moi-même. Puis ça va, après, vous fatiguez. je me repose, puis je recommence. Ouais. Alors, vos promenades. Ben, j'en ai fait une cet après-midi, justement, j'étais chez Madame Viré. Vous êtes moins essoufflé. Ben, faut aller tranquillement, faut aller tranquillement. Peut-être regarder ça, hein? Montre-moi, tu te mets à plat, hein? Tu te mets à plat. Comme ça, voilà. Alors, le papa est content? Bien sûr. Vous en avez combien déjà? 5? 7. 7? Oui. Voilà. Puis c'est le 8e qui va. Chez vous, vous savez vous débrouiller un peu dans toutes les circonstances. Léger. Bien. Oui. Voilà, alors vous revenez encore une fois dans un mois, hein? Oui. Bien. Bon, ça, docteur. Voilà. Merci beaucoup. Montre-moi ton épaule. Donc, pendant que j'étais en vacances, là, t'as fait une crise, hein? Oui. T'as eu une crise forte? Non, pas bien. Pas bien forte? Hein? Oh non, pas bien forte. Pas bien forte. J'étais au docteur Moudon, puis Oui. j'ai oublié une assurance. T'as oublié la feuille d'assurance? Oui. Elle me l'a pas fait faire. Bon, ben alors tu y penseras et puis tu me l'apporteras la prochaine fois. Hein? On l'envoyera, je crois. Tu crois? Mais non, tu la prends la prochaine fois. Hum? Bon, allez, descends de la table. Puis, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Rien. Bon. Dans le travail, il y a aussi un grave problème, c'est celui d'éduquer au fond les patients eux-mêmes à appeler le médecin quand il est temps, de ne pas faire ça anarchiquement, parce que si je fais une tournée de 40 km et que en rentrant à la maison, des patients me rappellent dans les 4 azimuts, eh bien, ça me refait une tournée de 30 km, la vie ne devient pas viable. Il faut économiser les forces des médecins qui ne sont pas inépuisables. Et alors, j'ai la sensation que les gens de ma région sont assez bien éduqués, qui n'appellent pas pour rien. Monsieur, madame. Alors, hein, on va prendre la pression, hein. Déshabillez-vous. Oui, oui. Tu vas s'y faire, monsieur. Je vais dire. Attends, mamie. Attends, t'énerve pas, t'énerve pas. Bouge pas. Voilà. Elle est bien gentille, elle tient bien le coup encore. On va voir si vous avez été sage après ce nouvel an. Hein. Oh, c'était un peu mouvementé. C'est vrai, il y a eu des visites, il y a eu du monde. Bah, encore pas trop avec le mauvais temps. Oh, des visites, moi, non, non, mais ça va. Oh, ben voyez-vous, elle reste. Elle reste là. Elle reste ça va là, bien elle avec reste un temps stationnée. comme il fait. Hein? Avec un temps comme il fait, ça va? Ouais. Parce qu'elle est sensible au temps, hein? Alors, on va écouter. Ta mamie. Elle a tout. Voilà.
Elle n'a pas de peine à souffler. Ça va? Elle dort bien. Elle dort extra. Oui. Elle dort extra, oui. Votre mari vous soigne bien, hein? Oh, papa. Ah oui, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu un si bon mari? Vous auriez dû aller à l'hôpital? Papa. Bien sûr. Vous avez pu. Maintenant, ça fait 1 année qu'il vous fait votre gymnastique, tout, hein? Tous les jours qui vous aide à vous lever, à vous habiller, qui vous donne à manger. Oui. Ah oui. On se fait un gros boulot, hein, la coiffée, là. Ben oui. Mais enfin, vous avez pu faire tout ça sans aller à l'hôpital. Sans aller à l'hôpital, puis sans ni aide sociale, absolument. Ouais, c'est bien. J'ai dormi 5 mois le long de son lit par terre sur un matelas. Je l'ai veillé pendant 5 mois, toutes les nuits, couché sur un matelas au pied de son lit. Ouais. Ça te fait mal? Là. Moi, j'ai aussi ma filleule qui a fait une méningite purulente au même âge. Maintenant, elle fait le collège. Elle va très bien. Je crois pas que personne ne peut se dire qu'elle a eu ménagé, qu'elle a été comme ça malade. Non. Vous pouvez être tout à fait tranquille. Il m'a recommandé de la suivre toujours, jusqu'au mois de février en tout cas. Ce qui passe sur la végétation. Je sais pas, c'est... D'accord, c'est juste. C'est rhume qu'elle a toujours. La médecine commence à être de plus en plus technique, est de plus en plus vaste, et on ne peut pas la dominer entièrement. Alors, le résultat qui s'impose au point de vue pratique, mettons, sur un plan purement scientifique, c'est de se grouper, de se mettre en groupe, en collaboration, on peut appeler ça comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais de se mettre en collaboration à plusieurs médecins, peut-être d'une même spécialité, d'une même branche, mais qui sont plus versés dans un domaine ou dans un autre, ou bien même de plusieurs spécialités différentes. Je pense que là, lors de l'installation, je me suis trouvé devant le fait de n'avoir strictement aucune aide financière. Ma maison était au premier étage, je n'avais pas encore un fonds. Et je n'osais plus me trouver sur le terrain avec les maçons parce qu'ils me fusillaient du regard. Et alors, je pense que si les communes campagnardes et rurales, d'une façon très générale, ont envie d'avoir des médecins, il faut qu'elles connaissent ce problème de la mise de fonds à l'époque où justement on sort de nos études et qu'on n'est pas riche du tout, et que l'appui, je ne sais pas, enfin, la caution des communes me paraît être une chose souhaitable pour les jeunes. D'autant plus que les médecins qui s'installent maintenant sont pas nécessairement, vu la gratuité de l'enseignement et tout ce qui s'ensuit, seront de plus en plus des médecins qui n'auront pas de fortune personnelle. Voilà. C'est évident. Donc, de ce côté-là, il faut qu'il y ait une aide différente. Pension paysanne, la somme qu'ils va mettre sur une moissonneuse-batteuse. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont la même façon de travailler tout seuls, avec des appareils de plus en plus chers, et ils doivent travailler en commun. Et ils se mettent à faire des communautés de travaux, d'exploitation. Oui, mais ils ont des mises de fonds qui sont bien plus considérables. Oui, bien plus, mais ils doivent se grouper. Mais alors, ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est assez amusant. C'est juste. Les gens de ma région sont donc des campagnards, sont des paysans pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui sont des artisans qui font un métier en relation avec la campagne, charron, menuisier, charpentier. Aïe, 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 aïe. Ces gens, eh bien, ce sont des braves gens, mais souvent très timides et empruntés pour exprimer leurs idées ou leurs sensations. Il faut, comme on dit, leur tirer les vers du nez. Ils sont pas très... Ils ont peur de montrer leurs sentiments, ils ont une sorte de timidité foncière qu'il faut toujours vaincre.
j'essaye de remonter la pente petit à petit, hein, surtout en parlant de ces choses aux tout jeunes, parce que à 25-30 ans, les gens ont pris leurs habitudes, il est extrêmement difficile de les faire changer. J'ai la sensation justement qu'il faut sortir ce petit coin de la Suisse romande de sa réserve terrible, de son mutisme, sa difficulté de s'exprimer. Et je m'occupe de la jeunesse, je suis chef éclaireur et avec mes garçons, eh bien, j'essaye de les faire parler. L'expérience avec le tiers-monde. Ce qu'il faudrait, c'est raconter au contact. Tous les contacts qu'on a eus avec les populations. Où? En Turquie, là. En Asie, en Turquie d'Asie, en Turquie de l'Est. Ouais. Essentiellement, ce que j'aimerais, c'est de montrer aux jeunes, comme vous avez été reçus. Jamais à coups de cailloux, jamais avec des yeux méfiants, ou quoi? Non. Bon, ben c'est ça, c'est une de ces choses qu'il faut mettre en valeur. Parce que pour les gens du pays, des types comme vous qui êtes nés ici et qui disent ça vaut la peine. Enfin, elle a quand même fini par se trouver portante et elle m'a fait un petit peu. Le problème, c'était que tout à coup, les autorités se sont aperçues que j'avais un bouc qui faisait des petits dans la région. Or, la loi veut que tout animal mâle affecté à la monte, tant public que privé, doit être approuvé par les autorités. Alors, l'approbation ne pouvait pas être donnée étant donné que la mère de ce bouc avait des cornes, elle venait du Valais. Et alors, le cheptel vaudois risquait d'être gravement endommagé par les cornes possibles des chromosomes de cette chèvre, et il fallait à tout prix abattre le bouc. Alors les autorités ont envoyé un de leurs émissaires, un gendarme charmant par ailleurs, qui est venu et qui m'a dit qu'il fallait que je paye 300 francs, et de toute façon qu'il allait abattre le bouc. Je lui ai dit, monsieur le gendarme, il n'y a rien à faire. Je défendrai mon bouc jusqu'à la mort. Il a ri. Et j'ai été chercher mon sabre. J'ai un sabre du Sonderbund. J'ai dit, ma foi, écoutez, il n'y a rien à faire. Vous ne tuerez pas ma chèvre. Moi, je la défends jusqu'à la mort. Pauvre gendarme, il disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, allez leur dire à ceux qui vous ont envoyé que je défends ma chèvre. Et alors, pauvre gendarme ne savait pas que faire. Enfin, il me disait, mais monsieur le docteur, c'est un de mes patients. Il était très mal à l'aise. Moi, pas du tout, parce que j'avais l'impression d'être tout à fait honnête. Parce que vraiment, mon petit bouc, il n'y a pas de doute, quand il s'agissait de monter une chèvre, lui, il n'hésitait pas. Alors que le bouc officiel, il avait beaucoup d'hésitation. Je pense que le fait que nous soyons réunis ce soir a été un peu arrangé parce que on savait que la municipalité avait fini son travail autour de 9h et j'ai profité de demander à ces deux messieurs qui sont à côté de moi de venir, au fond, nous aider à faire le point sur ce problème que j'avais soulevé au conseil communal, de savoir si on pourrait envisager dans notre village la construction d'un HLM pour essayer de, d'une part, maintenir la population à son niveau actuel et si possible même l'augmenter, puisque depuis 17 ans que je suis dans le village, la population n'a fait que baisser. Si je me souviens, il y avait plus de 400 habitants il y a 17 ans, puis maintenant il y en a 380 ou quelque chose comme ça. 393 aujourd'hui. Aujourd'hui? C'est ça. Mais il y en avait plus de 400, il y en avait 430 il y a 17 ans. Alors justement. Et je pense que si une industrie avait l'envie de venir s'installer et qu'un HLM existe, elle aura beaucoup plus de facilité de s'implanter plutôt que d'attendre qu'elle vienne et qu'on construise le HLM après. Parce qu'ils seront enchantés de pouvoir venir avec des locaux. Pouvoir loger, par exemple, les maçons ou les ouvriers de la briqueterie, n'est-ce pas, les cantonniers, puisque le village, justement, est devant ce problème. Et des retraités. Même des retraités, quel nombre minimum d'appartements? Il n'y a pas, je crois, de minimum. Il n'y a pas de minimum. J'étais donc infirmière et laborantine, j'ai travaillé dans des laboratoires d'analyse médicale. Je me réjouis que les enfants soient plus grands et reprendre un peu mon travail de laborantine. Bonjour madame. Une difficulté au début, c'était l'isolement, parce que le temps nous manque
pour rencontrer les amis que nous avions avant notre installation. Et très souvent, j'ai envie de m'échapper, enfin, de cette campagne pour aller rencontrer mes amis ou aller simplement vagabonder en ville pour me retrouver avec d'autres gens. C'est bien. Au revoir madame, merci bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça va bien. Prête à boire. C'est bon. Ben, ça va un peu mieux, mais c'est encore pas... Et si je vous tape sur la tête? Là, ça fait mal? Non. Si je vous tape sur... là? Non plus. Ça fait pas mal. Il y a beaucoup d'avantages à la campagne. Tout d'abord pour les enfants, en étant petits, c'était enfin, ça a toujours été très agréable de les élever. Pour nous aussi, c'était agréable de vivre ici. Et maintenant que les enfants sont plus grands, il y a les problèmes de transport et de déplacement qui compliquent un peu notre existence. Mais alors les oreilles sont toutes bouillantes alors depuis ça. Ça cuit partout. Ah oui. Ouais. Et puis, mes pouces, pendant la nuit, m'ont refait mal aussi. Je pense qu'il est tout de même un petit peu encore nécessaire de vous dire pourquoi j'ai accepté de venir vous parler cet après-midi. C'est parce que je pense que vous êtes des femmes de pasteurs et je pense à ma femme, qui est une femme de médecin, qui souvent attend son mari. Et j'ai l'impression que si moi je traîne chez certains malades, vos maris aussi traînent chez certains paroissiens, ne rentrent pas à souper. Je pense qu'il est utile pour vous de savoir ce qui se passe, de savoir l'importance que la présence, l'importance que un homme qui sait, comme l'est un médecin ou un pasteur, l'importance qu'il y a à ce qu'ils puissent écouter les malades, et des fois, ça prend un temps considérable. Pour vous parler tout de suite, d'emblée, vous situer le problème, je vous parlerai de l'hypertension. C'est-à-dire cette maladie à la mode. Chez nous, plus près, mon expérience m'a fait voir aussi que chez nos Italiens, nos Espagnols, les maux d'estomac, et les perturbations physiques pour lesquelles ils viennent chez le médecin, eh bien, sont aussi le fruit de cette pression sociale détestable. Je suis à la campagne, j'ai eu l'occasion de traiter tous ces Italiens d'abord. Maintenant, il ne s'agit plus d'Italiens, il y a les Espagnols, il y a des Tunisiens qui sont considérés comme des étrangers. Pas plus tard que la semaine dernière, un monsieur me disait, et je veux bien qu'il était un peu éméché, mais enfin, il me disait, ces Italiens, on devrait tous les tuer. Pourquoi? Parce que sa fille avait été mise enceinte par un Italien. Et que lui refusait. Vous avez fait des complexes. Il y a des médecins, et ils n'ont pas tort, qui sont contre une certaine forme de christianisme. Parce qu'il dit, vous nous avez foutu des complexes. Et puis maintenant, eh ben, nous, il faut qu'on débrouille les choses. Et alors, là, ces blocages qui ont fait que toute une série de nos concitoyens sont malades, ont peur. Et je pense que là, il faut mettre au net tous ces mécanismes. Et c'est là que nous pouvons arriver à cette conclusion
je vous expliquerai encore après le mode, mais je veux vous la donner de Noblet. Cette conclusion qui fait que l'homme a besoin d'amour. L'homme a besoin non pas d'explication. Il en faut, et l'explication est une chose valable pour l'esprit. Mais pour l'homme, il faut de l'amour, il faut une présence, il faut un équilibre intérieur. Fuori la lingua. Bene. Dici ah? Ah, ecco. Male alla gola, niente? No, non si lamenta. Le orecchie? Ma le ho pulite oggi, veniva un po' di sangue, non so se ha qualche bottone dentro, sì, di quella destra. Sì. Ecco, va bene, grazie. Facciamo un po' il torno delle cose, vediamo. Allora, quella tosse l'ha ripresa sempre quella vecchia tosse che aveva? Sì, è stato fuori 2 o 3 giorni. Con la neve non si può tenere, neve, è inutile. Prima che vengono i bottoni, così, poi si vede è venuto tutto. Allora, la tosse. gocce nel naso, eh? Gocce nel naso. Sempre le solite. Arrivederci signor dottore, grazie mille. Arrivederci, grazie. Est-ce que vous avez encore craché du sang? Ben... Vous croyez pas? Les crachats de sang, ça s'est terminé hier. Ça va me dire. Oui. Et puis des points dans le dos, est-ce que vous en avez? Ben... non... C'est du côté de moi, là, ici, sur la côte. C'est ça, sur la côte. Eh bien, montrez-moi, levez un peu la chemise. Ici... Là-bas, c'est ça. Alors, respirez fort. Mettez vos bras en avant, comme ça. Je lève la chemise et puis vous respirez fort. Allez-y. Essayez voir de tousser. Allez. C'est un peu grand. Pardon? Ça va bien? Voilà. Ben voyez. Hier, j'avais bien du souci pour vous. Vous avez fait une congestion en ayant été à travers cette tourmente terrible. Et puis on a arrangé ça. Ça va bien. Hein. Oui, on veut tâcher de faire que ça aille bien. Hein? Oui. Oui. Bon, ben je vais vous faire votre piqûre. On va vous en refaire une du même côté pour que vous ayez au moins un côté de bon. Ça fait un peu mal? Oui. Voilà. Allez. Moi, j'ai mangé ce matin. C'est vrai. Oui. Est-ce que vous avez mangé un petit peu? Aujourd'hui? Oui. C'est ça. Et puis, oui. L'appétit revient? L'appétit, ça va pas tant. Pas tant d'appétit aujourd'hui, mais ça va s'aller. Oui. L'essentiel ça va, monsieur le docteur, hein? Hein? C'est pour dire mon docteur, mon papa. C'est vrai, je suis un bon papa, ben c'est gentil. C'est gentil. Vous aussi, vous êtes un bon papa. Vos enfants vous aiment bien, va? La médecine, pour moi, c'est un art et une science. Enfin, c'est une chose extraordinaire qui tourne autour de l'homme et avec des hommes. Évidemment que j'utilise, soit chez moi, soit
à l'hôpital, soit par l'intermédiaire des spécialistes que je consulte au sujet de malades qui me donnent du souci. J'utilise toutes les méthodes qui sont scientifiques, mais aussi, et j'ai la sensation dans la médecine que je pratique, j'utilise cette chose extraordinaire, c'est-à-dire ma propre vie pour faire cette approche du malade comme un homme seul peut le faire, parce qu'il s'agit donc justement de l'homme qui vit, et les gens sont très anxieux. Il y a une anxiété latente, une anxiété profonde qui tient à toute une série de facteurs, de phénomènes qui sont pas seulement dus aux hommes eux-mêmes, mais à la société, et toutes ces choses qui font que les gens présentent ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est le gros, on peut presque dire, c'est le gros de la clientèle. Je sais des choses, je connais des mécanismes, et petit à petit, je peux aider les gens à se comprendre eux-mêmes, je peux les ouvrir, les faire s'ouvrir. Il faut souvent un temps considérable pour s'apercevoir de certaines choses, un temps considérable qui s'étend sur des années, et souvent même, justement, pas seulement sur les années d'études du malade lui-même, mais de sa famille. C'est en allant voir les enfants de telles personnes qu'on se rend compte de ce dont elles souffrent. Et petit à petit, la connaissance justement de ce complexe, la famille, fait qu'on a une vision très claire de tout ce qui peut se passer dans l'âme de l'un ou de l'autre et qui a des répercussions considérables sur son organisme. Et puis j'étais à la poste, j'ai fait ce travail que j'avais à faire. Puis alors je sentis que je ne pouvais pas rentrer à pied. Oui. J'ai demandé qu'on vienne nous chercher, on est venu chercher. Et puis là, ça me était, mais aujourd'hui, je ne tiendrai pas bien. C'est ça. Et vous avez la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'ai des vertiges comme ça. Oui. Et puis les jambes. Oh, les jambes ne sont pas bien fortes. C'est ça. Quel âge vous avez maintenant? 85 ans. 85? Oui. Bon. Vous êtes sûr? Vous êtes de... Ah oui, 83. 83. Ouais. Et vos parents, ils étaient arrivés à quel âge? Ah ben... Je ne sais pas, vous avez essayé à jouer, mon père est mort. Il avait 71 ans. Oui, c'est ça. Mais il n'a jamais souffert. Non? Non. Il m'a toujours dit, écoute, mon fils, je venais à l'école, alors j'y tenais là, il sanglait. Mais il me disait, je vais mourir. C'est vrai. Et je dis, je veux mourir, mais je ne suis pas malade. C'est ça. Il ne mourrait plus, il n'est pas, on ne sait pas. Oh, je n'ai pas peur de la mort. Non. J'ai peur de souffrir. C'est ça. Mais vous êtes comme tout le monde. On est tous les mêmes. Hein? Oh, il y en a qui n'ont pas peur, mais moi j'ai peur de souffrir. Bon, j'ai bien souffert déjà. Oui. Voilà. Alors, je vais vous laisser, hein? Merci, je vous remercie encore une fois, M. le docteur, de vous déranger. Merci infiniment, merci beaucoup. Et je vous en prie. Voilà. Au revoir, M. le docteur, merci beaucoup et bon retour. Merci.
il y a une chose qui me touche et qui est émouvante, c'est de voir la confiance que les personnes âgées ont dans leur médecin. Et alors, ces gens qui sentent l'approche de la mort, souvent m'ont eu dit, lorsque ils sentaient l'imminence de mon départ en vacances, ah bien j'espère vous retrouver à la rentrée, j'espère ne pas être mort, j'aimerais beaucoup mourir avec vous. Là, je pense que aussi le médecin général a une grande importance sociale, c'est-à-dire qu'il peut permettre une mort, comme on l'appelait dans le temps, en disant il est mort de sa belle mort, peut faire que les gens meurent de leur belle mort. Et ceci, on pourrait appeler le droit à la mort, eh bien c'est une chose qu'il est difficile de faire dans un cadre technique pur. Et les gens qui meurent à domicile dans leur ambiance, dans l'ambiance dans laquelle ils ont vécu toute leur vie, ou tout au moins à la fin de leur vie, eh bien c'est une chose extrêmement importante, parce qu'elle contribue justement au calme, à l'ambiance générale de tout le peuple. Si les gens meurent bien, pas trop difficilement, eh bien, il y a une part d'anxiété du monde qui disparaît. Et alors, ce travail, eh bien, j'ai la sensation de le faire à fond, accompagner les vieux vers leur mort. Voyez-vous, le problème sexuel, c'est un vaste problème auquel vous êtes déjà certainement sensibilisé par votre âge. Vous savez que lorsqu'on est petit, eh bien, les tout petits enfants ne s'occupent pas des garçons et des filles. Jusqu'à 3-4 ans, ils ne voient pas la différence. À partir d'un certain âge, tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a des garçons, qu'il y a des filles, qu'il y a des messieurs, qu'il y a des dames, etc. Et petit à petit, vous allez arriver à l'âge mûr et vous allez être capable de faire des enfants comme vos parents vous ont fait. Alors, je pense qu'il est bon que ces enfants deviennent grands et les idées qu'ils ont eues en étant jeunes comme vous, au sujet de l'amour, eh bien, ils les gardent. Et ils vivent jusqu'à ce qu'ils aient 50 ans, 70 ans, j'en sais rien, avec des idées fausses, dans lesquelles, justement, l'amour est purement, je ne veux pas dire bestial, parce que enfin, ce serait faire honte aux bêtes, mais c'est un amour bien séparé, c'est-à-dire que on accomplit certains gestes, les hommes sont vite satisfaits. Lors des relations, les messieurs ne sont pas assez poètes, ils sont un peu grossiers, ils sautent sur la femme, et ils ont leur plaisir, et puis après, ils sont tranquilles, ils s'en fichent, ils arrêtent, ils se retournent, et ils se mettent à ronfler. Et il y a un tas de femmes qui sont malheureuses, parce que justement les femmes, toutes les femmes du monde, elles sont beaucoup plus sensibles à toute cette ambiance qu'il y a autour. Cette ambiance d'amour, justement, qui n'est pas seulement l'acte sexuel, comme vous le voyez faire quand vous voyez amener une vache au taureau. Et alors, si on prend l'habitude, si on fait la première fois l'amour, justement, avec une putain dans un bordel, il y a toutes les choses pour qu'on ait une fausse image, et cette fausse image, elle va entacher toute la vie. Et la vie, justement, se passe jusqu'à 70 ans. Allez savoir jusqu'à ce temps vous serez marié avec votre femme. Eh bien, à ce moment-là, il y a justement les caresses, l'affection et toutes ces choses dont l'amour s'entoure et qui
ont leur accomplissement dans l'acte sexuel. Personnellement, moi, j'arrive vers 45 ans, eh ben, j'ai toujours autant de plaisir à faire l'amour avec ma femme, toujours la même. Mais ça, je peux vous dire, c'est une chose quand même intéressante pour vous, parce qu'il y a tellement de gens qui s'imaginent que le changement apporte quelque chose de plus. En réalité, ça n'apporte rien de plus. C'est justement l'acte sexuel, c'est toujours le même. Mais c'est tout ce qui est autour qui est important et qui donne du prix à l'acte sexuel. Et sachez que pour avoir des relations, il n'y a pas que les jeunes. On peut avoir des relations, et je vois des vieillards, des jeunes de 60, 70, 80 ans qui ont encore des relations. Et qui en ont avec un plaisir différent, parce qu'ils sont à un âge différent, mais un plaisir complet quand même. Et alors, il convient, lorsque vous allez embrayer cette phase de votre vie, d'ici quelques années, de le faire avec un certain respect et en sachant que vous vous préparez des jours bien pour votre vieillesse. Hein, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, moi je l'ai mis. C'est vrai, tu l'as vu? Merci, il est beau. Qu'est-ce que tu penses? Quelque chose en tout cas. Alors j'ai l'impression que c'est le moment maintenant où tu dois essayer de souffler tes bougies pour voir si tu as bien 10 ans et que tu peux les éteindre. Non, tu peux pas donner les deux. Allez, vas-y. Vas-y, Je pleure. Ouais, bon. Alors, C'est comme toi. C'est comme moi, j'avais aussi raté une mèche. Ben, je vais te la couper, hein? Merci. Mais elle a quand même eu le temps de chauffer, cette mèche. Hein? Ouais, parce qu'elle coupe plus de temps. Voilà. Tu vois, hein? Puis la peau, ça c'est rigolo, elle était chaude parce que la peau est cuite autour. Ben, j'en prendrai volontiers une. C'est pas la crème. Est-ce qu'on ferait une petite place autour de la table? Hein? Je crois que j'arriverai. Ça va être moche. Christian, hein? Là-bas? Oui. On va s'installer ici, si tu te sentiras. Oui, t'as de la chance. Hein. Oui, hein. Nous voyons, et puis J'ai passé ma jeunesse à penser à vivre comme médecin de brousse. Et j'ai espéré à un certain moment devenir médecin de brousse. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi de la brousse ici et que j'essaye de débroussailler par là autour. Et peut-être que je vois les choses de façon un peu amusante pour les gens sérieux, mais je suis frappé par le fait que les gens sérieux, souvent, se trompent lamentablement et qu'il faut un peu de folie, un petit peu d'imagination pour voir clair dans l'avenir.